Qu'est-ce qui pousserait une personne à ériger une demeure où une simple erreur pourrait entraîner la mort certaine? Des maisons isolées sur des îles désertes, des habitations perchées sur d'immenses piliers de pierre, des villages taillés dans les falaises et des colonies dissimulées au cœur de cratères volcaniques. Voilà quelques-unes des places les plus incroyables que l'humanité ait jamais appelées foyers. Au fil du récit, vous découvrirez des monastères retirés, des cités souterraines, des phares battus par les tempêtes, ainsi que d'autres lieux extraordinaires où la survie humaine défie la logique, la nature et l'imagination. Skellig Michael, Irlande. Des eaux violentes de l'océan Atlantique Nord, Skellig Michael s'élève comme une pyramide de pierres froides où l'isolement n'est pas seulement un décor, mais la condition première et fondamentale de la survie humaine. Ce rocher de grès antique atteint 715 pieds de hauteur, battu par des vents qui dépassent régulièrement 100 miles à l'heure, tandis que l'air chargé de sel s'infiltre dans chaque fissure et chaque jointure de la pierre, usant lentement et inexorablement tant les formations naturelles que toutes les structures humaines qui ont jamais été érigées ici. Le rocher n'accueille pas les visiteurs, il les tolère, brièvement, avant que la mer ne réaffirme son autorité. Le chemin menant au sommet n'est pas conçu pour le confort ou la facilité. Plus de 600 marches de pierre, dépourvues de mains courantes, obligent chaque pas à se dérouler à côté de falaises ouvertes et de la mer hurlante, blanche comme de la mousse, à plusieurs centaines de pieds en dessous, sans rien entre l'escaladeur et le vide, si ce n'est son attention méticuleuse. Dans cet environnement brutal et impitoyable, les huttes en forme de ruche, construites par les moines chrétiens précurseurs, subsistent depuis plus d'1 millier d'années sans mortier, sans matériaux modernes, uniquement grâce à l'habileté des mains qui comprenaient la pierre et à la foi qui rendait l'effort justifiable. Skellig Michael n'est donc pas seulement une île rocher, mais la preuve que lorsqu'un but est assez puissant, les humains peuvent transformer le bord même du monde connu en un lieu d'endurance, de discipline et d'accomplissement spirituel extraordinaire. Le désir de quitter le monde exige parfois que l'on vive précisément là où presque toutes les conditions de la vie ordinaire sont activement et violemment refusées. Fanjingshan, en Chine. S'élevant au-dessus de la couche de nuages à 8438 pieds d'altitude, cette montagne ancienne et isolée a survécu pendant 1,4 milliard d'années, témoignant seule du passage du temps. Plus vieille que la plupart des grandes chaînes montagneuses du monde, plus ancienne que les fossiles de la plupart des formes de vie complexes sur Terre. Le chemin pour toucher le ciel ici exige une volonté de fer et une véritable endurance physique. Les visiteurs devant affronter près de 9000 marches abruptes gravées dans la roche, chaque pas taillé à la main sur un substrat qui existait bien avant l'apparition de l'humanité. Juste au-dessus d'un gouffre profond et béant, un pont de pierre étroit relie deux sommets séparés à une altitude de 8200 pieds, créant une traversée vertigineuse qui est devenue l'un des spectacles les plus étonnants de toute la Chine. Ce domaine exclusif abrite les singes dorés rares du Guizhou, esprits anciens de l'âge de glace qui se cachent toujours au cœur de la vaste forêt enveloppant les flancs inférieurs de la montagne d'un silence vert perpétuel. Le paysage devient encore plus surréaliste avec un rocher en forme de champignon de 33 pieds de haut équilibré absurdement sur une base minuscule, ayant survécu à des millions d'années de tempêtes grâce à un miracle géologique, de poids et de géométrie. S'élevant au-dessus de toutes les préoccupations terrestres et du bruit, cet espace sacré et où la frontière entre le physique et le spirituel paraît réellement fine. Un lieu où les hommes ont grimpé, non seulement pour atteindre un sommet, mais pour découvrir ce que le monde inférieur ne peut offrir. Flottant dans un océan de nuages blancs qui cache la vallée en contrebas, Fanjingshan procure la sensation rare d'être totalement ailleurs. Gassadalur, aux îles Féroé. Posé sur un plateau qui tombe abruptement dans l'océan, à travers une falaise de basalte de 100 pieds,
Gassadalur ressemble à une forteresse verte suspendue entre des montagnes sombres et la mer agitée. Sans forêt pour offrir une barrière naturelle contre le vent, des rafales atteignant 100 miles à l'heure déchirent constamment toute forme de vie, obligeant les habitants, au fil des siècles, à couvrir leurs toits de couches épaisses d'herbes vivantes et de terre comprimée, afin d'empêcher que les toits ne soient arrachés et emportés par la mer. Avec plus de 250 jours de pluie chaque année, les champs verts lisses et apparemment accueillants de Gassadalur ne sont pas du tout doux. Ils sont des éponges froides et saturées, prêtes à transformer le sol sous vos pieds en une boue profonde et suceuse dès que vous quittez les sentiers de pierre. Lorsque de violentes tempêtes surviennent, les eaux de crue mêlées à la terre et aux débris transforment la cascade du village en une plaie ouverte qui se jette directement dans la mer, tandis que les falaises de basalte en dessous rugissent sous l'impact des vagues qui ont traversé tout l'Atlantique pour atteindre ce point. Le tunnel de montagne, inauguré en 2004, a finalement sauvé le village de l'isolement complet, après des siècles où le seul accès était un sentier de montagne escarpé et dangereux que les anciens résidents ne pouvaient plus franchir en hiver. Mais le tunnel a également ouvert la porte au monde moderne, qui commence lentement à dissoudre le silence ancien qui avait survécu ici pendant des siècles. Un silence qui a façonné le caractère de chaque personne ayant vécu dans cet improbable avant-poste vert au bord de l'Europe. Les îles flottantes des Uros, Pérou. Pour fuir la violence et l'expansion territoriale de l'empire Inca il y a plus de 500 ans, le peuple Uros a pris l'une des décisions les plus radicales de l'histoire humaine. Ils ont abandonné la terre ferme et ont créé une nation flottante de roseaux à la surface du lac Titicaca, situé à une altitude de 12 507 pieds. Les îles qu'ils ont construites sont tissées à partir de millions de roseaux totora creux, naturellement remplis de bulles d'air, puis ancrés au fond du lac avec des cordes de racines, afin que le vent et le courant ne puissent pas emporter toute la communauté pendant la nuit. Comme les couches inférieures immergées sont constamment en contact avec l'eau et se décomposent jour après jour, les habitants doivent ajouter des roseaux neufs tous les 15 à 20 jours pour empêcher leur maison flottante de s'enfoncer lentement. Cette routine d'entretien ne connaît ni fin ni vacances. Chaque île finit par épuiser son intégrité structurelle et doit être reconstruite entièrement, atteignant une durée de vie naturelle d'environ 30 ans avant de se dissoudre dans le lac qu'il a créé. La surface souple du roseau fait s'enfoncer chaque pas d'environ 2 à 4 pouces, créant une sensation étrange de flottement, comme marcher sur un coussin d'eau vivant qui respire et se déplace sous votre poids. Le détail le plus surprenant et révélateur de la vie sociale des Uros est que, lorsque des familles connaissent des conflits graves et irréconciliables avec leurs voisins, elles résolvent le problème de la manière la plus littérale qui soit. Elles scient l'île en deux, retirent les ancres de racines et laissent leurs morceaux de terre dériver tranquillement vers une autre partie du vaste lac. Aucun système juridique, aucune expulsion, aucun litige de frontières, seulement une scie, quelques cordes et de l'eau ouverte. Le phare de Bishop Rock, au Royaume-Uni, se dresse sur un îlot de granit à peine plus grand que la construction au cœur de l'Atlantique. Cette roche isolée ressemble à la plus petite île du monde, destinée à affronter les vagues les plus violentes en solitaire. Pour résister aux assauts de la mer, lors des tempêtes qui frappent régulièrement ce coin de l'océan, la tour de 161 pieds a été édifiée avec 6000 tonnes de guérite découpées avec précision, assemblées par des joints à queue d'aronde qui forment un bloc unique de pierre. Lorsque les tempêtes les plus lourdes arrivent, saison après saison, sans faute, des vagues de 98 pieds ont été enregistrées, submergeant complètement les parties supérieures du phare, le transformant en une colonne blanche d'écume qui oscille sous l'eau, disparaît brièvement
avant de réapparaître. À l'intérieur, les gardiens vivaient dans une isolation extraordinaire, occupant 10 étages très étroits, à peine assez d'espace pour se retourner, maintenant la lumière pendant des mois d'hiver atlantique, jusqu'à son automatisation en 1992, contrôlée à distance depuis le continent. Avec une portée de 27 miles sur les eaux ouvertes, le phare de Bishop Rock avertit les navires des rochers submergés mortels qui ont fait naufrager des centaines de bateaux au cours des siècles et constitue un dernier signe lointain d'espoir pour ceux qui naviguent à travers des mers difficiles vers leur terre d'attache. Eagle's Nest, Namibia. Dans le désert ancien et presque aride de la Namibie, Eagle's Nest ne cherche pas à conquérir ou remodeler son environnement, mais se cache parmi les énormes blocs de granit qui définissent ce paysage. Tel un abri qui, génération après génération, a appris à survivre en devenant partie de la pierre. Cette terre ne reçoit que moins de 4 pouces de pluie chaque année, lors d'une bonne année, et durant les années difficiles, le ciel ne donne rien, si bien que chaque forme de vie, animale, végétale et humaine, doit ralentir son métabolisme, réduire ses ambitions et endurer des saisons sèches qui peuvent s'étirer pendant plusieurs années. La rudesse ici ne se limite pas à la soif. Les températures diurnes peuvent grimper au-delà de 104 degrés Fahrenheit, tandis que les nuits tombent près du point de congélation, compressant une gamme d'extrêmes en une seule journée et transformant l'existence ordinaire en une négociation constante entre le feu et la glace. Les blocs de granit disséminés dans ce paysage étaient autrefois du magma qui se refroidissait lentement en profondeur il y a des centaines de millions d'années, avant que le vent et le sable n'érodent pendant des âges géologiques la roche plus tendre environnante pour les exposer comme d'anciens os que le désert a choisi de révéler au ciel. C'est pourquoi, quand la froide nuit désertique arrive et que les étoiles apparaissent en leurs millions, les parois de pierre d'Eagle's Nest, qui ont absorbé la lumière du soleil pendant la longue journée brûlante, libèrent lentement leur chaleur emmagasinée. Un chauffage naturel qui ne nécessite ni carburant ni effort, seulement patience et pierre. Dans cet endroit isolé et majestueux, les humains ne dominent pas la nature. Ils survivent en s'adaptant, comme une ombre qui suit la roche. Les monastères de Métédore, en Grèce, s'élèvent sur des piliers de grès qui culminent à 1312 pieds au-dessus de la plaine Thrace. Ces édifices apparaissent comme de petites forteresses sacrées, posées au sommet de doigts de pierre géants qui s'étirent directement vers le ciel, comme si la terre elle-même cherchait à toucher quelque chose au-delà de sa surface. Depuis le XIVe siècle, les moines choisissent ces sommets dangereux et inaccessibles, convaincus que plus l'ascension du rocher est ardue, plus leur communauté sera protégée des guerres, des pillards et de la violence politique qui déferlait dans les vallées en contrebas. Avant que les marches de pierre ne soient taillées dans les piliers en 1920, les seuls moyens d'atteindre les monastères consistaient à gravir des échelles de cordes suspendues à plusieurs centaines de pieds d'air libre, ou à s'asseoir dans un filet de cordes pendant qu'un système de poulies, manœuvré par les moines, vous hissait lentement le long de la paroi. L'expérience psychologique de monter dans un filet oscillant au-dessus d'une chute verticale, dépendant de la résistance de la corde et de la force de celui qui tournait la manivelle, constituait une forme de préparation spirituelle. Construire ces monastères fut un acte presque inconcevable de détermination. Chaque brique, chaque poutre en bois, chaque récipient d'eau et chaque outil devait être transporté à la main le long de la falaise. Certains sites ont nécessité 20 ans simplement pour accumuler suffisamment de matériaux au sommet avant d'entamer la construction. À leur apogée, 24 monastères actifs fonctionnaient simultanément sur les piliers. Aujourd'hui, seuls 6 subsistent et restent actifs, se dressant silencieusement parmi les nuages et le vent, témoins vivants de la foi humaine, du désir d'isolement et d'une endurance qui s'étend sur plus de 6 siècles. Monemvasia, en Grèce.
Depuis la mer ouverte, Monem Vasia se présente comme une masse silencieuse et dépourvue de relief, un rocher gris qui ne laisse aucune indication sur la présence d'une cité antique entière dissimulée derrière ses murs, comme si le temps avait lui-même fermé une porte et enfermé le monde extérieur. Ce rocher était autrefois relié au continent grec par une passerelle naturelle, mais un tremblement de terre catastrophique survenu en 367 après Jésus-Christ a rompu ce lien, transformant le bloc de pierre en une île s'élevant à près de 984 pieds, entourée à perte de vue par des eaux profondes et une mer saline en perpétuel mouvement. Pendant plus de 1500 ans depuis cette séparation, la brume saline qui monte du vaste océan a doucement rongé le mortier entre les pierres, a adouci les surfaces sculptées et a effacé chaque trace humaine sur les façades extérieures, laissant une texture à la fois humaine et géologique, impossible à attribuer exclusivement à la nature ou à l'artisanat. Le nom même de Monem Vasia signifie « entrée unique », rappelant que l'ensemble du bourg ne s'accède que par un seul passage étroit taillé dans le rocher. Un point de restriction qui a transformé l'isolement de l'île en un avantage défensif presque infranchissable face à chaque envahisseur qui a tenté l'assaut au cours des siècles. Monem Vasia n'est pas seulement une ville médiévale magnifique et remarquablement préservée, elle illustre comment l'isolement, lorsqu'il est compris et exploité avec discernement, peut devenir le rempart le plus puissant jamais bâti, capable de sauvegarder l'architecture, la culture et l'identité d'une civilisation entière contre l'érosion du temps et les conquêtes. Chapelle Saint-Michel-d'Aiguille, France. S'élevant de la paisible plaine volcanique d'Auvergne comme une aiguille géante renversée, ce noyau de lave durcie s'élève à 269 pieds de haut et porte sur son sommet étroit un chef-d'œuvre architectural sacré qui perdure depuis plus d'un millier d'années, ayant survécu aux éclairs, aux tempêtes et à la lente dissolution provoquée par la pluie acide sur la pierre ancienne. Depuis 969 après Jésus-Christ, des bâtisseurs médiévaux habiles ont disposé chaque brique soigneusement façonnée le long de la surface courbée de la falaise, faisant paraître cette chapelle poussée directement du rocher plutôt que d'avoir été érigée dessus. À l'intérieur de cet espace étroit et dramatiquement contraint, les voûtes du croisement ont été conçues avec une intelligence géométrique exceptionnelle, afin de rediriger la pression structurelle vers les bords de la falaise plutôt que vers le bas à travers le noyau volcanique, permettant au centre de la chapelle de sembler presque suspendu. Les artisans qui œuvraient ici comprenaient que le rocher sous leurs pieds ne pouvait supporter un poids illimité et que la seule solution était de concevoir un édifice qui coopère avec la géologie plutôt que de s'y opposer. Cette compréhension a donné un intérieur d'une légèreté et d'une grâce surprenante pour une construction dans de telles conditions extrêmes. Pour atteindre la porte en arche colorée au sommet, les visiteurs doivent gravir 268 marches de pierre raides qui s'enroulent autour de la circonférence du pilier, créant la sensation de monter le corps d'un serpent géant enroulé. Le sommet isolé, rempli du bruit constant du vent qui souffle sur la plaine d'Auvergne, bien en dessous, cachait autrefois une chambre au trésor du XIe siècle, scellée derrière un mur et oubliée pendant des siècles, avant sa découverte en 1955. Paro Taksang, au Bhoutan. Accroché à une paroi abrupte, à une altitude de 10 161 pieds au-dessus du niveau de la mer, ce monastère tantrique blanc et doré semble défier la gravité au milieu du ciel ouvert. Une construction qui paraît moins bâtie que placée là par une force indifférente aux lois habituelles de l'ingénierie. Il surplombe le fond de la vallée à 2953 pieds, posé sur des corniches rocheuses à peine assez larges pour soutenir ce qui s'y trouve, et la hardiesse de son architecture, ainsi que la puissance de la légende entourant sa fondation, le rendent incomparable à tout autre lieu de culte sur Terre. Le monastère est lié à l'histoire du gourou Rinpoché, maître tantrique
qui, selon la tradition, aurait volé jusqu'à cette falaise sur le dos d'une tigresse métamorphosée à partir de l'une de ses compagnes, et aurait médité dans une grotte ici pendant 3 mois avant d'éliminer les esprits malveillants qui habitaient la montagne. Pour atteindre ce lieu sacré aujourd'hui, les visiteurs parcourent approximativement 4000 à travers une forêt de pins recouverte de mousse, passant devant des milliers de drapeaux de prière colorés qui claquent sous le vent glacial de la montagne. Près du monastère, le sentier franchit un pont de pierre étroit au-dessus d'un gouffre sombre où une grande cascade rugit à côté, le dernier seuil avant l'accès à la porte principale. Lorsque le brouillard s'épaissit autour de la falaise et que seuls les toits dorés restent visibles au-dessus de la mer blanche de nuages, le monastère semble s'être détaché du rocher et flotter librement dans le ciel. Une image si puissante qu'elle efface le souvenir de chaque pas effectué pour arriver ici. Huacachina, oasis du Pérou, n'est pas une illusion d'optique créée par le désert pour tromper les voyageurs assoiffés. C'est un véritable fragment de vie, prisonnier au fond de dunes de sable qui s'élèvent jusqu'à 1600 pieds de chaque côté. Un petit lac émeraude, niché dans un bassin de sable doré, qui semble ne pas avoir sa place ici. Cette enceinte fermée transforme l'oasis en un gigantesque puits de chaleur où les températures grimpent jusqu'à 104 degrés Fahrenheit pendant la journée, pour chuter presque jusqu'au point de congélation pendant la nuit, le désert péruvien recevant pratiquement aucune pluie et le ciel n'offrant aucune modération. Le lac ne survit que parce que l'eau souterraine s'élève lentement à travers de profondes fractures géologiques dans la roche bien en dessous du sable, alimentée par des sources que la surface du désert ne laisse aucune trace. Cependant, la brillante couleur émeraude qui rend Huacachina si séduisante et vivifiante depuis les crêtes des dunes cache une réalité en déclin. Des efflorescences d'algues, des produits chimiques agricoles et industriels transportés par les eaux souterraines, ainsi que les déchets accumulés d'une pression touristique intense qui empoisonne silencieusement l'eau année après année, réduisant simultanément sa qualité et son volume. Huacachina est donc entouré non seulement par les parois physiques de ces immenses dunes de sable, mais aussi par une pression invisible et croissante que le désert lui-même ne peut contrer. Le rêve d'une oasis, eau fraîche, ombre, vie au cœur du néant, existe réellement ici, mais il reste fragile d'une façon qu'aucune photographie prise du sommet d'une dune ne peut pleinement transmettre. Civita di Bagnoregio, en Italie, est perché sur le sommet d'un rocher volcanique tendre qui s'effrite et rétrécit de façon mesurable chaque année. Ce lieu ressemble moins à une ville vivante qu'à un fantôme qui se hante doucement. Elle compte plus de 2000 ans d'histoire et porte dans son nom, donné par les habitants il y a longtemps, la sentence de mort, la ville qui meurt. Sa lente tragédie débuta avec un séisme catastrophique qui détruit les crêtes rocheuses naturelles et les sentiers qui reliaient le plateau volcanique au paysage alentour, isolant la cité comme une île de pierre au cœur d'une vallée d'argile durement sculptée par des siècles de pluie. Depuis cette rupture, la seule voie d'accès à Civita di Bagnoregio est un unique pont piéton étroit, escarpé et exposé, qui relie le plateau mourant au terrain stable le plus proche, le dernier fil fin qui empêche la ville de sombrer complètement hors du monde moderne. Le pont, construit en bois, ne mesure que quelques mètres de largeur, rendant chaque traversée une expérience vertigineuse pour les visiteurs. Mais même cette survie reste précaire, car la pluie, le gel, le vent et la lente chimie de l'eau sur le tuf volcanique continuent d'éroder les fondations et les bords du plateau, faisant diminuer l'emprise de la ville d'environ 3 pouces chaque année. La cité disparaît littéralement, lentement, sous les pieds de quiconque s'y trouve. Lorsque le brouillard hivernal enveloppe la vallée d'argile en dessous et que seuls les toits médiévaux de Civita restent visibles au-dessus du blanc,
le site ressemble à un château flottant au-dessus de la terre, abritant peut-être 15 habitants permanents. Le silence des maisons vides et les chats errants qui se sont appropriés ce monde médiéval qui s'efface. Katski Pilar, en Géorgie. Tel un doigt de pierre gris qui s'étend droit vers le ciel du Caucase, le pilier de Katski porte sur son sommet étroit un minuscule monastère médiéval, transformant le rêve humain ancestral de quitter le monde en une présence à la fois sacrée, spectaculaire et silencieusement glaciale. Cette colonne naturelle de calcaire, d'une hauteur d'environ 130 pieds, est le résidu résistant à l'érosion qui subsiste après des millions d'années d'action du vent et de l'eau qui ont dissous la roche plus tendre alentour, laissant derrière elle une masse solitaire aux parois presque verticales et à l'accès quasi inexistant depuis le fond de la vallée. Sur la plateforme du sommet, qui n'occupe pas plus de 1600 pieds carrés d'espace ouvert, un seul pas inconscient dans la mauvaise direction transformerait la méditation en une chute mortelle dans la vallée verdoyante en contrebas. Et comme le pilier est contraint et de calcaire, une roche que l'eau de pluie acide dissout progressivement et continuellement, son existence n'est pas permanente. Chaque précipitation le raccourcit légèrement, chaque hiver accélère la chimie, et le pilier qui a résisté pendant des millions d'années se réduit lentement, siècle après siècle, jusqu'à disparaître. Se tenir dessus, c'est se tenir sur quelque chose qui, dans l'échelle géologique, est déjà en train de tomber. Le pilier de Katski rappelle à ceux qui l'escaladent que la quête du paradis ou de la solitude ou d'un lieu au-delà du bruit de la vie ordinaire a toujours exigé que l'homme se détache du sol, de ses proches et du poids rassurant d'appartenir à un endroit qui n'est pas le bord de tout. La maison du fleuve sur l'Adrina, en Serbie. Dans le courant verdoyant et tumultueux de la rivière Drina, une petite maison en bois s'accroche à un rocher calcaire solitaire comme une boîte usée que le fleuve aurait oublié d'emporter, défiant la logique du flux avec seulement de l'entêtement et quelques dizaines de vieilles planches de bois. Son socle n'est pas un terrain plat, sûr et porteur, mais un ancien affleurement de calcaire et de dolomie façonné par des milliers d'années d'eau qui s'écoulent autour et au-dessus, au cœur d'un fleuve actif, un fondement que le cours d'eau tente de récupérer depuis que la construction repose sur ce rocher. Lorsque la fonte des neiges du printemps envahit les montagnes ou que de graves crues se développent en aval, le débit peut grimper à 35 000 pieds cubes par seconde et le niveau du fleuve peut monter de plus de 15 pieds en seulement quelques heures, appuyant la base du rocher avec une force qui fait vibrer l'ensemble de la structure. Vue de loin, à travers l'eau, la petite maison gris-brun semble flotter dans une brume froide, entourée de courants émeraudes tranchants, qui ne cessent jamais de bouger et qui ne cessent jamais d'exercer une pression sur tout ce qu'ils touchent. Né en 1968, à partir de quelques planches brutes que des adolescents locaux avaient posées sur le rocher, comme plateforme d'exposition au soleil, cette structure improbable a été reconstruite après chaque grande crue et demeure debout comme rappel que la nature conserve toujours le pouvoir d'effacer toute revendication humaine et que certains humains choisiront simplement de réaffirmer cette revendication sur le même rocher. Casa do Penedo, au Portugal, apparaît comme un vestige de l'âge glaciaire qui aurait, contre toute attente, acquis des fenêtres une porte d'entrée. Cette demeure rejette chaque ligne nette et rationnelle de l'architecture domestique moderne au profit d'une esthétique bien plus ancienne et élémentaire. Au lieu de reposer sur une fondation conventionnelle en béton et en ingénierie, la maison est étroitement enfermée entre 4 énormes blocs de granit déposés profondément dans la colline portugaise par des forces géologiques bien antérieures à l'arrivée de l'homme sur ce paysage. Les rochers mêmes constituent les murs, la structure et l'identité fondamentale de l'habitation.
Bien que la construction ait été achevée en 1974, la maison persiste à refuser toute connexion au réseau électrique, se fiant uniquement à la lumière des bougies et à la chaleur passive emmagasinée puis lentement libérée par son massif corps de granit, une décision qui ressemble moins à une contrainte de pauvreté qu'à une position philosophique sur ce qu'une maison devrait être et sur la dépendance qu'elle doit avoir vis-à-vis de systèmes incontrôlables. Installée sur une pente verte battue par les vents dans la Serra da Falpera, la masse rocheuse sombre intègre même une petite piscine creusée directement dans la surface naturelle du granit, recueillant l'eau de pluie dans une cavité que la pierre offrait déjà. Sous son petit toit de tuiles rouges, Casa do Penedo se ressent davantage comme un monument silencieux au désir humain de disparaître complètement du monde moderne. Un lieu où le rocher devient architecture et où l'architecture devient rocher, fermant ainsi le fossé entre les deux de façon totale. Les églises en bois d'Arkhangelsk, en Russie. Dans la taïga gelée, près de 64 degrés de latitude nord, ces églises en bois s'élèvent du neige comme des structures de contes de fées qui demeurent depuis 300 à 400 ans sans qu'un seul clou de fer ne les retienne. D'anciens artisans joignaient des troncs de pin vieux de plus d'un siècle à l'aide d'assemblages en bois flexibles et parfaitement ajustés, créant des liaisons qui permettent à l'ensemble du bâtiment de se dilater et de se contracter avec les variations dramatiques de température du nord russe et de survivre aux hivers où le froid atteint moins qu'une quarantaine de degrés Fahrenheit sans se fissurer, se fendre ou perdre son intégrité structurelle. Les toits en forme de tente, très pointus, qui définissent ces églises et donnent à leur silhouette caractéristique contre le ciel d'hiver, ne sont pas seulement des symboles spirituels ou des choix esthétiques. Ils sont des solutions d'ingénierie pratique destinées à assurer que la neige lourde glisse rapidement des surfaces abruptes avant que son poids accumulé ne puisse écraser la structure en dessous. Le matériau de couverture lui-même, des milliers de bardeaux individuels en tremble appelés lemmek, s'oxyde lentement au fil des décennies et devient argenté métallique, de sorte qu'à la lumière directe du soleil, ou sous le clair de lune, les églises semblent recouvertes d'écailles d'argent vivant qui changent et scintillent selon l'angle de la lumière. Solitaire entre les forêts de pins sombres et la neige blanche pendant des mois à la fois, complètement silencieuse, si ce n'est le vent qui souffle à travers les arbres, ces structures en bois gris fonctionnent comme une frontière entre architecture et paysage, des repères qui appartiennent à la taïga autant que les arbres eux-mêmes, et qui renferment dans leur bois assemblé l'âme calme et durable du nord russe. Ermitage de San Colombano, Italie. Tel un gardien de pierre silencieux, englouti par les mâchoires géantes d'un immense rocher gris qui surplombe, cet ermitage se suspend à près de 400 pieds au-dessus du fleuve tumultueux de la vallée du Nan, en contrebas. Une petite construction humaine dans un espace qui semble avoir été conçu par la montagne pour un occupant bien plus imposant. La structure a été édifiée à l'intérieur et sous une vaste grotte naturelle liée à la légende de Saint Colombano, qui aurait vaincu un dragon installé ici, et elle utilise le même dôme rocheux naturel comme plafond, abri et principal élément architectural. Pour accéder à cette forteresse du silence, les visiteurs doivent gravir 102 marches de pierre taillées directement dans la paroi escarpée, serpentant près du bord du précipice, sans aucune barrière entre l'alpiniste et l'air libre. Le plafond rocheux naturel, qui s'étend bien au-delà de l'ermitage, agit comme un gigantesque parapluie protecteur, détournant les pluies directes du bâtiment et maintenant une température intérieure fraîche tout au long de l'été. Un système climatique naturel qui a également permis de conserver les fresques délicates à l'intérieur pendant des siècles, dans des conditions qui auraient autrement détruit ces œuvres si elles avaient été exposées.
Autrefois refuge pour des ermites qui choisissaient une séparation radicale et totale du monde jusqu'à la dissolution de la communauté en 1782, l'ermitage subsiste aujourd'hui comme un symbole de la forme la plus extrême de la foi humaine. Le choix de s'isoler, non seulement de la société, mais aussi de l'hypothèse confortable que le sol sous nos pieds est solide et fiable. Lauterbrunnen, Suisse. Loin du vacarme du monde moderne, on découvre un village niché au fond d'une vallée enfermée par des parois calcaires qui s'élèvent à des milliers de pieds de chaque côté, comme un bol de pierre façonné autour de la communauté. Sur les pentes abruptes, de petits téléphériques et tramways aériens transportent non pas surtout des touristes, mais les nécessités de l'agriculture de falaise, lait, foin et provisions quotidiennes, vers des exploitations autrement inaccessibles, montrant que la vie ici repose sur l'ingéniosité pratique plutôt que sur l'esthétique. L'hiver rend la vallée plus rigoureuse et plus splendide, la neige s'accumulant parfois à une profondeur dépassant 10 pieds sur les sentiers étroits, tandis que la menace constante des avalanches plane sur les flancs, dictant où se construisent les habitations, comment les habitants se déplacent et comment ils perçoivent la montagne qui les domine. Dans ce cadre exigeant, de vieilles fermes en bois, assombries par des décennies de soleil et de conditions alpines, se dressent contre une herbe d'un vert presque agressif, créant un contraste visuel entre la permanence humaine et l'intensité naturelle qui semble conçue plutôt que fortuite. Plus de 70 chutes d'eau individuelles jaillissent des parois de la vallée, certaines sous forme de filaments blancs contre le calcaire gris, d'autres comme d'épaisses rideaux d'eau qui génèrent leur propre vent et remplissent le fond d'un grondement continu. Ce bruit, mêlé au lointain tintement des cloches de vaches traversant les pâturages supérieurs, crée ce que de nombreux visiteurs décrivent comme le véritable rythme de la Suisse. Non pas le son des horloges ou des villes, mais le murmure de l'eau, des animaux et de la pierre, travaillant ensemble dans une vallée qui poursuit ce ballet depuis des siècles. Sonogno, Suisse. Au point où la route s'arrête, bloquée par des montagnes de pierre qui ne souhaitent pas être franchies, le village apparaît tel une forteresse solitaire, abandonnée par une civilisation qui a poursuivi son chemin sans l'emporter. Au crépuscule, la lumière descend des hauts sommets pour se déposer dans la vallée étroite. Les ruelles de pierre et les murs gris se font plus silencieux, comme si le temps même avait réellement oublié Sonogno parmi les crêtes granitiques du Val Verzasca. Les façades grisâtres scintillent sous la brume, rappelant la constance du temps qui s'écoule sans toucher ce recoin. Le silence montagneux est alors brisé, sans avertissement, par le fracas d'une cascade d'une hauteur d'environ 260 pieds qui projette une brume pâle et froide sur les abords du village, rendant l'humidité permanente sur les murs de pierre plutôt que saisonnière. Dans cet écrin isolé, les maisons de pierre, serrées les unes contre les autres depuis des siècles, sont taillées dans de lourds blocs ajustés avec précision pour résister non seulement au froid et aux tempêtes de neige, mais aussi au poids psychologique de l'isolement. Ériger des habitations de pierre dans une vallée de pierre extraite de la montagne qui les entoure constitue une déclaration de permanence adressée directement à la montagne. En contraste saisissant avec le gris dominant, une rivière d'un turquoise limpide serpente entre des rochers blancs aux formes arrondies au fond de la vallée, illuminant le paysage austère d'une couleur vive qui n'a rien à faire dans un décor aussi sévère. Le courant, d'un bleu presque surnaturel, reflète les derniers rayons du soleil avant la nuit, renforçant l'impression d'un lieu hors du temps. Moins d'une centaine de personnes habitent en permanence ce lieu, et les sentiers anciens, les portes sombres et le rythme lent de la vie quotidienne donnent à Sonomio l'impression d'être un fragment du Moyen-Âge qui n'a jamais reçu le message indiquant la fin de son époque. Grindelwald, en Suisse, se cache sous l'ombre de murs rocheux gigantesques qui s'élèvent avec une abruptité et une hauteur qui semblent pencher vers l'intérieur du vallon.
Malgré cette forteresse naturelle, le village déploie une beauté douce et lumineuse. Une herbe d'un vert éclatant, des fermes en bois qui paraissent fragiles, des jardinières de fenêtres débordant de fleurs colorées. Cette scène, presque théâtrale, contraste avec le poids écrasant des sommets qui l'entourent. Le contraste entre la tendresse du sol de la vallée et la rigueur des parois escarpées constitue précisément ce qui confère à Grindelwald son caractère inoubliable, une délicatesse sous une menace géologique permanente. Afin de réduire le risque d'avalanche qui pourrait balayer toute la communauté en un seul événement, les fermes traditionnelles ont été édifiées à des distances délibérées et soigneusement calculées les unes des autres, le long des pentes abruptes, plutôt que regroupées comme le font la plupart des villages alpins. Cette répartition espacée donne à la communauté un aspect épars et lâche, mais reflète une connaissance séculaire de la manière dont la montagne tue. Bien que le sentier de la vallée semble aujourd'hui paisible, rarement on sait que le village fut autrefois entièrement anéanti par un incendie dévastateur à la fin du XIXe siècle, et que tout ce que l'on voit aujourd'hui a été reconstruit. Pour contempler l'ampleur du paysage environnant, à sa juste mesure, il est possible de parcourir un sentier en treillis métallique fixé directement dans la paroi quasi verticale qui domine le village. Cette voie fait grimper le pouls aussi rapidement que l'altitude, le treillis sous les pieds étant la seule barrière qui vous sépare d'une chute vertigineuse vers la vallée que vous avez quittée. La nuit, une lumière jaune chaude apparaît dans les petites fenêtres carrées des fermes disséminées le long du flanc sombre de la montagne, créant l'effet de lucioles éparpillées sur le flanc du massif, petites, fragiles, chaleureuses et étrangement suffisantes face à l'obscurité et à la pierre qui les entoure.